Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix sous-évalués. Est-ce que Capgemini représente une opportunité d'investissement après sa perte de 7% hier soir à la clôture du marché dans des gros volumes? On voit qu'on a eu des volumes de 1 100 000 actions contre ces derniers jours 400 000, 300 000 actions. On a eu des résultats en légère croissance organique, mais qui ont déçu le marché apparemment le deuxième trimestre. Donc on va analyser tout ça. On regarde un peu là, ici, au niveau du stock Europe 600, on voit que Capgemini et Alten, donc deux sociétés du service du numérique français, sont en queue de peloton du stock Europe 600, du stock Europe 600, pardon. Et on va voir donc si elles méritent de se retrouver en queue de peloton. Et on va faire une petite évaluation, on va regarder les résultats et on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite sur le communiqué de presse et ensuite on va voir ce qu'en pensent les analystes et ensuite je vais vous faire une petite analyse du prix de l'action, si c'est sous-évalué, surévalué, si on a une opportunité d'investissement ou pas. Alors, Capgemini réalise une solide performance au premier semestre, croissance robuste et amélioration de la marge opérationnelle. Donc là, pour l'instant, rien à déclarer, rien à redire là-dessus. Chiffre d'affaires en hausse de 6,9%. Croissance à taux de change constant, à taux de change constant, pardon, 7,9% au premier semestre et 5,2% au deuxième trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà là? On voit que le Q2 a impacté négativement, le second trimestre a impacté négativement la croissance du semestre. Et donc, on a un ralentissement de l'activité quand même qui se fait ressentir sur le deuxième trimestre. Et c'est ça, je pense, qui a dérangé le marché. Taux de marge opérationnelle en progression de 20 points de base pour atteindre 12,4. On devait être à 12,2 du coup, % de marge opérationnelle. Free cash flow organique, moins 53 millions. L'activité est plutôt cyclique. On n'a pas beaucoup de free cash flow au S1 chez Capgemini. Au S2, on a plutôt des gros free cash flow. On le voit où ça? Je vais vous montrer tout de suite ça. Ici, voilà. Vous voyez que l'activité est cyclique. Première partie de l'année, on n'a pas des gros free cash flow. Toujours, c'est toujours comme ça. Par exemple, en 2015, on avait du négatif, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de négatif. Mais là, je pense pas que ça soit très très grave. Ils visent toujours du free cash flow de combien? 1,8 milliard de free cash flow. Donc, ça va être très positif sur le second semestre. Un décalage des créances clients. Donc là, rien de bien à signaler. De toute façon, ils gardent la guidance. Investissement de 2 milliards d'euros sur 3 ans dans l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, ici, ce que dit le management, faut regarder ce que disent les analystes. Enfin, le conference call. Moi, je m'ennuie pas avec ce conference call là parce que Capgemini, c'est pas une société qui m'intéresse. Je suis plutôt sur les small caps dans ce secteur des services numériques. Qu'est-ce qu'il dit sinon? Aman Ezat, performance solide au premier semestre, croissance 7,9% du chiffre d'affaires, amélioration de marge opérationnelle. Ils nous placent parmi les leaders de notre secteur. En même temps, ils vont pas dire que leur société est nulle. Le truc, c'est qu'ils investissent 2 milliards dans l'intelligence artificielle, notamment avec Google et Microsoft, en formant la plupart de nos équipes. Donc voilà, euh, ils confirment les objectifs. Voilà. En fait, l'IA, ça avait fait exploser le cours de l'action. Si on se replace ici sur une période, une semaine en un an, on voit que la société avait une très belle perf quand même sur des annonces d'IA. Bon, on est quand même flat depuis le 15 novembre 2021. On n'a pas une grosse croissance du cours, mais, euh, mais ça reste une très belle société quand même, Capgemini. Bref, on avait eu un plus 10%, je crois, sur de l'annonce de l'IA ou je sais plus quoi au niveau de Capgemini. Donc voilà, on regarde rapidement le chiffre d'affaires croissance 6,9%, ça va, c'est pas si mal. Donc là, je vous ai refait le petit tableau, on ira le voir après. On va faire toutes les ESN françaises ici avec les croissances organiques du T1, T2 du premier semestre et la guidance de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour l'année en cours. Donc ça, moi j'aime bien comparer tout le secteur comme ça. Donc voilà, chiffre d'affaires plus 6,9, marge op plus 9%,
Donc franchement, c'est pas mal à ce niveau-là. Résultat d'exploitation, 8%. Résultat net, plus 21%. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a eu un taux d'imposition plus faible. Free cash flow, il est négatif, mais c'est très très peu significatif. Comme je vous l'ai dit, le S2 sera plus significatif. On aura sûrement, on doit avoir du coup 1,8 milliard, voire 1,9 milliard de free cash flow sur le second semestre pour confirmer la guidance. Trésorerie nette sur endettement net, on est un peu en baisse par rapport au premier semestre 2022. Donc voilà, ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est voilà, l'activité au deuxième trimestre. C'est ce que je veux voir ici. La performance de Capgemini au deuxième trimestre s'inscrit dans le prolongement des tendances observées depuis le début de l'année, poursuivant comme attendu la décélération progressive entamée au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 5,2% à taux de change constant et de 4,7% en organique. Voilà. Donc là, quand même une grosse décélération sur le deuxième trimestre. Et les prises de commandes sont à peu près stables. Ici, avec un book-to-bill à 1,7, donc ils ont un an de carnet de commandes, entre guillemets, à écouler pour leur chiffre d'affaires. Ce qui est très très intéressant sur les ESN, parce que qu'est-ce qu'une ESN? C'est une société des services du numérique. Donc en fait, notre outil de production, c'est nos employés, la matière grise, qui développent des applications, qui sécurisent des environnements, qui travaillent sur du cloud, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, c'est eux qui travaillent et c'est eux notre outil de production. Faut le voir un peu comme une société industrielle, même si c'est pas du tout pareil. Et donc, en fait, l'évolution des effectifs, ça a un impact direct avec le taux de croissance du chiffre d'affaires et des marges. Donc, en fait, si on a un effectif qui décroît, on aura forcément un chiffre d'affaires qui va décroître parce qu'en fait, on met à disposition nos cerveaux à d'autres sociétés pour qu'elles, donc, comme je vous ai dit, qu'elles développent, sécurisent tout ça, des environnements numériques, qu'elles transforment les sociétés. Et donc, en fait, si on a moins de personnes, on embauche moins de personnes, ça veut dire qu'on a moins de demandes et on anticipe du coup une décélération du chiffre d'affaires. Donc là, voilà, on voit que l'effectif total du groupe au 30 juin, il s'établit à 349 500 personnes, c'est énorme, en légère décroissance de moins 1% sur un an. Donc ce qui explique en fait que finalement, le plus 4,5% de comment ça s'appelle de chiffre d'affaires, en fait, c'est juste un passage de hausse de prix pour compenser pour compenser en fait les augmentations de prix qu'on a subies. Et donc finalement, on prévoit pas une énorme croissance. Et moi, c'est ce qui m'inquiète également un petit peu dans ce communiqué. Bah, sauf s'ils arrivent encore à recruter du monde sur le second semestre, ils vont pouvoir maintenir leur guidance. Mais là, si ça se stabilise comme ça va être très compliqué de poursuivre la guidance qui est, je le rappelle, un taux de croissance à un taux de change constant du chiffre d'affaires entre 4 et 7% de croissance, une marge opérationnelle entre 13 et 13,2% et un free cash flow de 1,8 milliard. Donc voilà pour ceci. Du coup, au niveau de, j'en ai fait aucune de société. Ce qui m'intéresse, c'est du OB, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les marges. Du Infotel, mais on n'a pas les marges. Du S2I, ben, on a eu ils sont en exercice décalé, donc on a eu le chiffre d'affaires et les marges, mais annuelles, c'est en décalé. Alten, on a ce qu'il faut. Ah non, on a juste les chiffres d'affaires chez Alten. Chez Sopra, il me semble qu'on a eu les résultats. On a également le comment ça s'appelle? On a également les marges. Chez Neurone, ça arrive en août. Chez Wavestone, ça va arriver. Ah non, on a juste eu le Q1, donc on peut pas tout faire pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc Capgemini, 13% de marge opérationnelle, comme je le vois au début ici. Croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 7,92% par an. Industrie, services financiers, pardon, au niveau des deux premiers secteurs du chiffre d'affaires.
Au niveau du dividende, il est de 1,95%, le rendement du dividende. Marge nette 7%, c'est plutôt pas mal. On a le price earning qui est à 17,5, assez élevé. On a donc une détention du capital par le management et les salariés de 8,6%. Donc moi, j'aime pas trop ça. Je préférais qu'il soit plus élevé ou qu'il y ait de la famille au capital. On a un ROCE seulement de 13,8%, donc presque toutes les sociétés font mieux en fait ici. Ouais, c'est la pire des sociétés au niveau des retours sur les capitaux employés. Et donc voilà comment on se retrouve ici. Croissance organique du chiffre d'affaires au T1 10,1, croissance organique du chiffre d'affaires au T2 4,7. Et donc au S1, ça nous fait du 7,3 de croissance organique chez Capgemini. Et ils ont conservé leur guidance de 4 à 7% et de 13 à 13,2 de marge opérationnelle. Donc voilà tout. Au niveau de ce que je voulais vous montrer ici, c'était pas mal. Les analystes, ils ont été déçus. Ils ont été déçus ici à cause du ralentissement en effet à cause du ralentissement du T2. Donc en fait, c'était la déception au sein des publications du CAC 40 le 28 juillet. Donc c'était juste hier, vendredi. Et donc Capgemini a perdu plus de 7%. Vous le voyez ici, 7,02%. Donc pour JP Morgan, ce ralentissement de la croissance organique par rapport ce ralentissement de la croissance organique intervient plus tôt que prévu, oui, ils se sont trompés carrément dans leur truc, ce qui va alimenter le sentiment selon lequel la demande se dégrade rapidement. Les nouveaux contrats ont augmenté de 1% à taux de change constant, soit une décélération par rapport aux 6,5% du premier trimestre et 11,4% du quatrième. Chez Stifel, on souligne que les prévisions pour l'exercice On souligne que bien que les prévisions pour l'exercice aient été maintenues, la direction n'a pas réitéré ses propos visant à atteindre la limite supérieure de sa fourchette de croissance. La croissance a ralenti dans tous les domaines. Donc comme je vous l'ai dit, franchement, ils viseront pas la fourchette haute, sauf s'il y a carrément un changement au deuxième semestre, mais ils sont déjà au courant de ce qui se passe un peu au troisième trimestre et ça m'a pas l'air exceptionnel, donc je pense qu'ils vont viser la fourchette basse de la guidance. Au niveau de Amit Archandani de Citi, pour qui la croissance organique est en dessous des estimations, même si la marge opérationnelle, le profit par action et le flux de trésorerie disponible sont en avance sur les prévisions, signe d'une excellente exécution des contrats par rapport à la concurrence et de gains de part de marché dans un contexte difficile. Le résultat est cependant en deçà de nos propres attentes. Donc voilà, au niveau de ce que pensent les analystes, c'est en dessous des attentes au niveau du deuxième trimestre, c'est ça. Et donc moi, ce qui m'inquiète vraiment, ouais, c'est les effectifs. Et on voit le ralentissement au sein des effectifs. Ce que je voulais vous souligner ici, c'est une croissance pour le secteur du numérique français en 2023 de 6,3%. Donc même si Capgemini ne fait pas la majeure partie de son chiffre d'affaires en France, c'est important de le souligner ici qu'on va avoir 6,3% de croissance prévue en 2023 contre 7,2 en 2022. Ça représente un léger ralentissement, mais l'année 2022 avait été exceptionnelle en effet. Et on surperforme en effet la croissance économique du pays car on serait à 0,7% selon la Banque de France en 2023 pour un marché représentant 65 milliards d'euros. En complément, on va noter que le top 3 des clients reste le même qu'en 2022 avec en tête l'industrie 30% des parts de marché, banque et assurance 15,3% et celui des services 16,8%. Donc voilà, vous voyez qu'ici les éditeurs et plateformes cloud, on serait en croissance de 9,4% en 2023, les ESN 4,2% et le conseil en technologie 5,9%. Et ici, je voulais juste vous montrer au niveau de Statista, j'aime bien regarder les données parce qu'elles sont souvent très fiables. Et on voit ici que le secteur du numérique est en forte croissance des services informatiques dans le monde. Donc on a une méga tendance mondiale de la digitalisation, transformation numérique. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tout simplement que les revenus sur le marché des services informatiques devraient atteindre 1200 milliards de dollars américains en 2023. Le chiffre d'affaires devrait afficher un taux de croissance annuel prévisionnel entre 2023 et 2028 de... Là, j'ai mis 15 minutes de vidéo, donc on est déjà à 15 minutes. Donc un taux de croissance annuel de 7,37%, ce qui se traduira par un volume de marché
de 1771 milliards d'euros, milliards de dollars US d'ici 2028. Et les US sont le plus gros marché. Et voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'on a quand même une belle croissance mondiale de la demande sur ce segment-là de 7,37%. Et ces 2 dernières années ont été assez exceptionnelles. On a rattrapé un peu le confinement où on n'avait pas pu bien se transformer au niveau de la digitalisation des entreprises. On avait une forte demande et là, on se normalise un petit peu. On va retourner sur les augmentations de chiffre d'affaires, de la croissance du marché autour de 7-8%, voire un peu moins. Ça dépend de l'exposition des sociétés. Donc on passe tout de suite maintenant à l'évaluation. Donc voilà, je prends mon petit matériel ici. Et du coup, on se passe tout de suite ici sur ce qu'on prévoit chez Capgemini. Donc au niveau des revenus, on va regarder un peu la croissance des revenus de Capgemini ici. Sur longue période, on voit qu'on a une belle croissance, mais qui est assez faible, contrairement à des plus petites ESN, des small cap, qui sont forcément meilleurs au niveau de la croissance, parce que là, on a une market cap de 28 milliards, c'est assez énorme. Donc ici, au niveau des revenus, on va regarder le consensus qui nous dit, et le consensus il s'attend à 23 milliards de chiffre d'affaires. Donc ici, on s'attend à 23 milliards. 23 milliards, ça fait beaucoup pour moi. Attendez, si je calcule en millions, oui, c'est ça. En fait, 23 milliards, ça fait ceci, voilà. On calcule ça comme ça. Au niveau de la marge nette, elle devrait se maintenir à un niveau élevé, donc net income margin. Ici, elle devrait se maintenir à des niveaux élevés si on prend la médiane. Ici, sur les 10 ans, 6,24, 5,12. Sur les 10 dernières années, on est à 6,24. Et ici, depuis 2021, on est au-dessus de 6%. Donc, allez, je vais prendre 7%. 7%. Je pense que, vu le premier semestre, elle maintient des marges assez élevées ici. Si on peut regarder ici, on a quoi comme marge? Voilà, 7,1. Donc, je pense qu'elle peut maintenir ces marges-là. À ce niveau-là, donc on prend 7,1 de marge nette. Au niveau du price earning ici, ouais, je l'ai déjà en fait le price earning ici. On va prendre en normalisé next 12 months du consensus des analystes. On est à 13,8 sur une moyenne à combien? Sur une médiane à combien? Sur longue période? Sur longue période, on serait à 15, à 15,7. On va prendre, allez, 16 fois les bénéfices quand même. Ici, parce que c'est une big cap. Et actuellement, en fait, on est à combien de price earning ici? Ah, il veut plus me le prendre. Ici, price earning. Ici, last 12 months, donc les 12 derniers mois, on est à 17,5. Donc 16, ça me paraît pas mal. Nombre d'actions ici, est-ce qu'il est en augmentation, en diminution? C'est la question qu'on se pose, mais normalement, ça augmente pas trop sur ce genre de boîte. 176,96, allez, hop là. 176,96 millions d'actions. Au niveau de la dette nette, par contre, ici, on est endetté chez Capgemini. Chez les small cap, on n'est pas trop endetté. Et donc, c'est ce que j'aime voir. Donc, net, la dette nette ici, sur les 12 derniers mois, on est à 3,75. Donc, on a 3,75 milliards de dette nette ici. Donc, ici, je mets du 37,50. 37,50. Et au niveau du yield, on a 1,95. 0,95% de rendement du dividende. Au niveau du net income yield ici net income sur les 12 derniers mois, 1,69 milliard. Donc ici, si on divise le 1,69 milliard, 69,90 divisé par 28
710. On a 5,8% de rendement au cours actuel, donc c'est pas dingue, hein. C'est franchement pas dingue. Sur du Capgemini, c'est désormais, selon moi, déjà une opportunité d'investissement au cours actuel. Et voilà, ça, je l'ai pas regardé, le Rocher, la CAF. Le Rocher, je l'ai regardé là, il est à 13,8 le Rocher. Rocher ici. Rocher, 13,8, donc c'est pas dingue. Et au niveau, bah, on va regarder ça tout de suite en fait. Cash, ah, cash from operations, c'est à peu près ça, hein, donc cash from operation. Ouais, on va pas le calculer, ça on va laisser de côté. C'est pas très grave, c'est déjà pas une opportunité d'investissement au niveau du yield. Donc PER de, on va prendre du coup 16 et on a dit 7% de marge nette. Et donc, on calcule ça tout de suite ici. Au niveau de Capgemini, est-ce que ça représente une opportunité d'investissement au cours actuel? On va regarder ça. Donc, 23 milliards de revenus fois une marge nette qui est de 7%, donc 0,07, on multiplie ça, fois 16 fois les bénéfices. 23 exposant 4, qu'est-ce qu'il m'a fait? 23 000 fois... Ah oui, mais il met ça en exposant. Donc fois 0,07 fois 15 fois 16 du coup. On se fait ça fois 16 moins 37,50. Donc il a dette nette 3 milliards 750 millions de dette nette ici. Et on divise ça par le nombre d'actions, 176 millions, c'est ça, hein? Ouais, 176,96 et on tombe sur un prix de l'action. Pourquoi je tombe pas du tout sur un prix correct? Ah, ça m'énerve ça. J'ai fait des calculs d'aube. Nombre d'actions 176 millions. Pourquoi j'ai un plus 2 à la fin? Bref, je vais vous faire ça 23 000. 23 000. Le revenu attendu en 2023 par les analystes fois 0,07 la marge nette fois 16 fois les bénéfices moins la dette nette qui est de 3 milliards 750 millions ici et on divise tout ça par le nombre d'actions qui est de 176. C'est pas possible. Exposant 4, donc 22. Donc là, on tombe à 22 milliards. 22 milliards divisé par 176,96 et on se retrouve à un prix de l'action à 243 euros. C'est bizarre ça. J'ai mon 1 devant. J'ai mon exposant devant. Ouais, 243 euros, hein. Si ici on se met en target, price target average. 220, ouais, on est dans ces eaux-là. Même si il prévoit un price earning ici qui est à 13,8, c'est pour ça qu'ils mettent un price target un peu moindre. Donc ici, moi, je mets du 243. Je mets du 243 euros, mais ça représente pas, selon moi, une opportunité d'investissement au cours actuel. 243 euros. Je suis désolé parce que je manipule mal les milliards. J'ai pas l'habitude avec les big caps. Donc ici, en euros, s'il vous plaît. Et du coup, ça nous donnerait un potentiel upside ici de donc 243
divisé par le cours actuel à 167, ça nous donnerait 45% de upside. Mais ne vous fiez pas à ça, on va prendre le price target médian ici qui est 215 parce que selon moi je suis pas assez conservateur ici. Donc 215 ça nous donne quoi? 215 moins divisé par 167, ça nous donne un upside de 29%. Donc upside de 29%, je vous le mets là. Mais moi, je suis plutôt pas trop optimiste sur du Capgemini. Donc ici, si on regarde le price target le plus bas, je vais voir c'est lequel. Donc price target le plus faible. Et ici, on se retrouve à 184. Donc 184, ça nous donne combien? 185, allez. 185 divisé par 167, ça nous donne 10% de upside. Donc voilà, moi selon moi, ça c'est correct. Moi, mon calcul, il est pas bon. Donc, en fait, le vrai upside, c'est à 187, parce qu'elle est déjà bien évaluée, 185. Donc, price, donc cible conservatrice. Ici, cible conservatrice 185 euros. Et donc, ça nous donne un upside de seulement 10%. Allez, 11%. Upside de 11%. Donc, selon moi, c'est pas une opportunité d'investissement au cours actuel. Voilà, c'était tout pour Capgemini. N'oubliez pas que vous avez dans la description mes liens de parrainage. Donc, vous avez du Trade Republic pour le compte titre. Vous avez le lien. Lynxea, si vous voulez une assurance vie, je vous conseille Spirit 2. Selon moi, c'est la meilleure et la moins chargée en frais. Si vous n'avez pas de PEA sur Bourse Direct ou de PEA PME, je vous conseille Bourse Direct parce que vous avez 50 euros offerts avec mon code. Moi, je suis carrément dessus, c'est le meilleur PEA du marché. J'appelle souvent, ils sont très réactifs. En ce moment, vous avez une offre en ouvrant en 5 minutes un compte bancaire et vous pouvez le clôturer une fois que vous avez reçu carrément votre carte. Vous recevez 130 euros. Donc ça, c'est en toute facilité. Ça prend 5 minutes. Et une fois que vous avez reçu la carte, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez clôturer la carte. Et donc ça, vous avez 130 euros offerts avec la carte Welcome. Donc c'est tout simple. Au niveau de Fortuneo, vous avez carrément 120 euros offerts pour ouvrir un compte bourse ou une assurance vie et il faut faire un dépôt minimum de 100 euros, de 1000 euros, pardon. Et enfin, vous avez l'immobilier décentralisé, donc tokenisé aux États-Unis et maintenant au Panama, c'est Realty. Vous pouvez investir dès 50 $, donc c'est très très avantageux. Et dites-moi si vous voulez une vidéo sur Realty d'ailleurs, je vous en ferai une avec plaisir. Parce que je suis investi également dessus, j'ai quelques tokens et j'aime plutôt bien la plateforme, c'est très agréable. Donc voilà tout, c'était Invest Academy. J'espère que cette vidéo sur Capgemini vous a plu et on se retrouve prochainement pour une vidéo sur Soprasteria, sur Alten, sur Obey et c'était tout. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de commenter la vidéo, de liker. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.